Et alors aujourd'hui, on est autour de deux livres qui ont paru, Colère et douceur, et les passions et la raison. Alors pour commencer, nous avons aussi quelqu'un, une grande acteur, je ne voulais pas dire actrice pour qu'il n'y ait pas de confusion, de la culture. Elle exerce au niveau même d'une grande institution, au conseil régional, si je ne me trompe. Elle est poète et écrivain. C'est quelqu'un qui nous accompagne depuis des années, qui a elle-même initié des soirées poésie, des belles rencontres. Jalila Dechache. Jalila, à toi. Merci beaucoup, chère Fatima, chère Osama, chère Dominique, chère Marion. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui parmi vous, parce que j'apprécie énormément l'écriture de Dominique Lemaire. Avec ce titre, Colère et douceur, je vous avoue que ça m'a interpellée parce que ça pourrait paraître antinomique, mais en fait, compte tenu de l'écriture très élégante et très délicate de Dominique Lemaire, ça prend une autre tournure. D'ailleurs, au début du livre, il se réfère aux grands philosophes, Aristote, etc., mais aussi Descartes, qu'il affectionne, et il nous entraîne avec lui dans sa vision du monde, en fait. Ce recueil, il rend compte de ce qu'il a observé pendant 3 ans, je pense, pendant 3 ans, autour de lui, tout simplement, sans aller plus loin. Et sur la page de droite, ce sont des textes poétiques, des sonnets, des textes des alexandrins, enfin c'est extrêmement beau. Et j'ai choisi ce texte pour ouvrir cette soirée qui s'intitule « Le mythe d'Orphée et d'Eurydice ». Et un hommage à tous les poèmes qui n'ont pas été écrits. En hommage à tous les poèmes qui n'ont pas été écrits. Bravo Marie-Vanne. Le mythique poète en quête d'Eurydice, à l'entrée des enfers avec ses mélodies, s'est joué de Cerbère et de manière douce a dompté l'animal, un chien qu'on Amadou. À Aide, il a montré du cœur et de l'audace. L'amour lui a donné la force d'un soldat. Peut-être a-t-il manqué d'un surcroît de prudence, d'un surplus de patience. Il était trop ardent, avec une passion moins proche du pathos. Il aurait pu ravir sa femme Athanatos, dans l'ombre où il était pour elle descendu. De même, un très beau vers qui nous prend de vitesse. Le temps de le saisir en songe avec prestesse disparaît dans la nuit, tel un fruit défendu. Après tous les poèmes qui n'ont pas été écrits, donc ceux qui ont été écrits, c'est de cela que je vais parler. Bonjour d'abord et puis merci d'être venu donc pour la présentation de Colère et douceur. Comme dans le précédent recueil De jour en jour, les poèmes de Colère et douceur saisissent l'air du temps. Et l'air du temps, c'est assombri, colère et douceur. Colère et douceur, en fait, c'était le titre de l'un des poèmes du recueil. Et finalement, ce poème a donné son nom au recueil lui-même sur une idée d'Osama Kadri. Donc, comme dans le recueil précédent également, les poèmes ont été écrits, bien sûr, au jour le jour, sous le coup de l'émotion, et publiés sur le site Libre Feuillet. Mais quand ils sont présentés dans la continuité du recueil, ils font surgir une nouvelle dimension qui est bien entendu celle de leur pertinence dans la durée. La période couverte par Colère et douceur va donc de janvier 2016, comme vous l'a dit Jalila tout à l'heure, à janvier 2019. Donc 3 années ponctuées par des fêtes, les fêtes de fin d'année, en particulier avec un Noël oriental inspiré par les évangiles apocryphes de l'enfance,
La Saint-Valentin, comme dans le dernier recueil, cher au poète Charles d'Orléans, dont la mère s'appelait Valentine. Et puis les anniversaires, surtout les anniversaires d'un petit garçon, puisque 3 années, ce sont justement les anniversaires de 3 ans, 4 ans, 5 ans, la fin de la petite enfance d'un petit-fils qui découvre la vie avec appétit, qui apprend à faire du vélo, qui apprend à lire, ses chagrins, ses colères, en particulier quand il est tout à fait mécontent que le feu d'artifice risque de casser la lune un jour d'août au bord de la mer. C'est très joli ça. 3 années, ce sont aussi 3 années de temps perdu depuis l'accord de Paris. Ce sont des poèmes qui sont dans le recueil, hein, c'est pourquoi je les cite. De l'accord de Paris sur le climat, qui devait entrer en vigueur, mais c'était une fausse promesse, et donc du temps perdu. Mais d'après le recueil, on dirait en effet que le rythme des saisons se déglingue. Inondation de mai-juin 2016, cyclone dans les Caraïbes en septembre 2017, canicule de juillet de 2017, bise de Russie de mars 2018, comme si ces dernières années le temps ne prenait pas, comme on dit que la mayonnaise prend, comme s'il ne se stabilisait pas. Alors, est-ce que c'est les simples caprices de la météo ou bien un véritable dérèglement climatique? La question se pose. Je propose qu'on lise peut-être Cyclone dans les Caraïbes. Entre la Guadeloupe et sa sœur Martinique, un minuscule État que le destin punit végète à l'abandon, nommé la Dominique. Le nombre de ses plaies forme une litanie. Quand le vent fait souffrir cette île volcanique, l'orgue de l'ouragan n'est que disharmonie. Quand il est surpuissant, niveau 5, cyclonique, la tourmente la nuit devient de l'agonie. Le charme tropical à ce moment révèle son côté le plus noir, trombe d'eau qui dévale, rivage ravagé, toiture qui s'envole. Tornade, tourbillon, bourrasque de déluge, les mots ne manquent pas, peut-être qu'ils soulagent l'impuissance à guérir les maux qui nous affligent. Canon d'eau sous pression, grenades fumigènes sur les Champs-Élysées. C'est le premier sujet d'une actualité qui a pour origine le prix des carburants, la coûteuse énergie. Il faut y ajouter les gaz lacrymogènes, les flashballs dont mieux vaut éviter le trajet, les groupes de casseurs comme des jeans en jean courant dans un brouillard d'intense tabagie. Honnêtes provinciaux, flanqués d'affreux joujos, c'est le mélange habituel des gilets jaunes qui viennent à Paris les samedis dès l'aube. Beaucoup pour qui l'auto demeure un grand enjeu, voient dans la société unissant vieux et jeunes une autre dimension d'automobile club. Alors évidemment c'est important de dater, étant donné que les semaines se suivent et se ressemblent ou ne se ressemblent pas. C'est un poème de la mi-décembre en fait, 2018, oui. Au tout début. Pas le tout début, C'était mi-novembre. Donc, de jour en jour se terminait sur la terrible, tout à l'heure je parlais de la terrible fin de l'année 2015 avec l'attentat du Bataclan. Colère et douceur commence par l'attentat de Nice en 2016 et par une évocation quasiment prophétique du marché de Noël de Strasbourg en décembre 2016. Donc c'est un poème qui a été écrit avant les attentats, mais il a presque une valeur un peu prophétique. Hein. Il est écrit le 30 décembre 2016, mais en fait nous sommes retournés, nous, à Strasbourg, le 1er décembre 2018, et donc l'attentat c'était 10 jours après, je crois. Je me souviens du marché de Noël qui se tenait sur la place Broglie, à prononcer comme ce nom s'écrit. On y sentait pain d'épices et cannelle, vin chaud, sucré, suivant le rituel, et sapin frais, bonne parfaite. Je me souviens du marché de Noël qui se tenait sur la place Broglie. Mais depuis lors, finit la rêverie.
Récent business, partout se multiplient de faux chalets vendant de l'irréel, que veut détruire un djihad en folie. Je me souviens du marché de Noël. Le recueil, enfin d'après justement ces moments pris sur le vif, c'est les vicissitudes de la vie internationale, les piliers de la vie internationale qui menacent de voler en éclats. Pour s'en tenir en recueil, on le voit donc avec l'échec de l'accord de Paris sur le climat, avec le Brexit, avec ce poème sur la francophonie, puisque en fait c'est la ministre d'un président anglophone qui devient directrice de la francophonie, ce qui est un peu absurde quand même. Là je change de registre, c'est-à-dire que ce n'est plus tellement les poèmes eux-mêmes, mais plutôt ceux qui ont inspiré le recueil. Alors les précédents recueils étaient écrits sous le patronage de grands poètes français, Charles d'Orléans, Villon, Maurice Sèvres, Saint-Amand. Et dans ce recueil, nous retrouvons Eustache Deschamps, un poète du XIVe siècle, qui a connu la guerre de 100 ans. Et ce poète, sensible aux mots qui font de la musique, a en quelque sorte affranchi la musique propre à la poésie de l'accompagnement musical habituel à l'époque. Et ça, c'est quelque chose qui parfois oppose Dominique et Oussama, c'est-à-dire que Oussama pense lui qu'on ne peut pas faire de poésie sans musique, alors que Dominique pense que ce qui compte, c'est la musique de la poésie en elle-même. Sa musique à lui-même est moderne et parfois âpre, comme le montre le rondeau des injures, mais il faudrait que ce soit un homme qui le lise. Qui le lise. Tu l'avais mis dans le choix de tes lectures? Non. Mais ce qui est tout à fait qui est tout à fait d'actualité, puisque Finkielkraut, place de la République, a quand même traité de connasse je ne sais plus qui. Enfin, Jean, tu ne veux pas Cornus, cocus, couillons et malotrus, cocards, cornards, fêtards et lurpaillards. Au Moyen-Âge, où ces mots pleuvaient de rue, la poésie, pose d'esprit gaillard, énumérait sans oublier son âme, en bruit de langue, usant des termes crus, cornus, cocus, couillons et malotrus, cocards, cornards, fêtards et lurpaillards. Injure forte et juron furibard, c'est un passé qui n'a pas disparu, car de nos jours, mère des putains connards, font aussi bien que les vieux corps de cul, cornus, cocus, couillons et malotrus. Donc poésie moderne et parfois un peu âpre, on peut dire. Et alors l'auteur lui-même va vous parler donc maintenant des philosophes Descartes et Spinoza, qui continuent dans colère et douceur à être ses guides pour déchiffrer l'époque. Ils ont analysé les passions individuelles avec beaucoup de finesse. Sergio justement a gravé, pardon, les 7 passions, il y en a 6, les 6 passions donc primitives de Descartes, l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse. Spinoza va en supprimer. Il supprime. Ça, c'est des gravures de Sergio Birgarde. Il garde Laetitia, voilà, la joie, Tristitia, la tristesse, donc les passions tristes et les passions joyeuses, et puis Cupiditas, le désir. Donc il n'y a plus que 3 passions, et Lacan, dit-on, ne garde que Cupiditas, la passion. Là, le désir. Le désir, c'est ce qu'on est. Oui. Sergio, je ne sais pas si tu veux dire 2 mots sur... Oui, je serais d'accord avec les cousins, c'était un seul poète philosophe. Oui. J'ai illustré les volumes. Oui.
Et moi, c'était très compliqué. Voilà. C'était très compliqué de vivre à la dimension minimale, six patients d'un côté et trois de l'autre. Trois de l'autre, encore ça va. Six, c'est vraiment problématique. Et donc la dernière gravure, c'est la gravure de colère et douceur, donc qui représente un grand-père avec son petit-fils. Et le grand-père, c'est l'auteur, et vraiment, on le reconnaît. Ça, c'est Oui, on le reconnaît bien, oui. Oui, c'est ça. Par contre, les personnages sont tout à fait réalistes. Enfin, là, on reconnaît quand même le cadre, La fenêtre. le cadre du fils. Nous voudrions du calme en ce monde de brut, où règne l'esprit dur, la violence m'embrue. Pour atteindre un refuge où la douceur s'abrite, il faut, sur notre route, écarter les débris. Nous rêvons de pensées qui soient moins encombrantes, portées par des espoirs plus légers, moins vibrants. Nous voudrions du calme en ce monde de brut, où règne l'esprit dur, la violence m'embrue. Douceur fait souvent mieux que force qui se cabre, encore que parfois les gens inquiets dans l'ombre aient le besoin de se remettre en équilibre, en faisant éclater la colère salubre au cœur de leurs désirs, en ce monde de brut. Ce que je voulais ajouter après la lecture de ce poème, ce sont quelques réflexions qui figurent sur la page de gauche de ce poème, c'est-à-dire des réflexions en prose, et qui situent bien, je crois, le caractère philosophique de ce thème colère et douceur. La colère et la douceur sont présentées dans l'éthique à Nicomaque d'Aristote. C'est dire l'ancienneté de ces passions et de la réflexion sur ces passions. Je note aussi que dans les évangiles, la douceur fait partie de ce qu'on appelle les béatitudes, qui sont des vertus. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. C'est ce que dit l'évangile de Matthieu au début de ces béatitudes. Pour Aristote, quelques siècles avant les évangiles, la douceur est également une vertu qui s'oppose à la passion de la colère. Cependant, elle n'est pas à l'abri des critiques, comme le note Aristote lui-même. Ceux qui ne s'irritent pas pour les motifs qu'il faut passent pour des sots, car on donne alors l'impression d'être insensible ou de ne pas être peiné, et faute de manifester sa colère, on donne alors le sentiment de ne pas être capable de se défendre. Réflexion d'Aristote dans son éthique. La douceur est en partie liée à l'humilité, mais celle-ci n'est pas toujours vertueuse si l'on en croit Descartes, qui distingue l'humilité vertueuse et l'humilité vicieuse. Donc voilà quelques perspectives d'une certaine philosophie de la morale, philosophie morale, concernant ce poème, et je vais faire quelques commentaires aussi sur le deuxième colère et douceur, que j'ai appelé colère et douceur 2, qui se situe, lui, à la fin du recueil. Les casseurs de la rue Grasse à de bons colliers s'avancent dans les gaz, prolongent leurs chiens en lit. Les maîtres des bureaux parcourent les couloirs pour mettre sous tension, pour imposer leurs lois. C'est un monde agressif où le peuple est colère. Je l'aimerais plus beau, sans ire,
ni pamphlet. Le tableau n'est pas lisse, on y voit des coulures. Ce n'est pas du courroux que viendra le salut. Le libretto réglant nos balaises indécis, où les esprits chauffés sont de piètres danseurs, à des angles trop vifs, manquant d'arrondissure. Chacun dans son chemin qui monte ou qui descend, croit sur son dos porté le chiffre d'un dossard, mais bien des concurrents voudraient de la douceur. Pour dire un peu ce qui m'est venu à l'esprit à propos de ce poème, je dirais les choses suivantes. J'ai pensé à Thomas d'Aquin au Moyen-Âge, qui considère que toutes les causes de la colère se ramènent au mépris. Cette considération peut éclairer notre actualité, coincée entre la colère des dirigés et le mépris exprimé contre eux par certains dirigeants. Notons que pour Descartes, les généreux ne méprisent jamais personne. Thomas d'Aquin se réfère à Aristote pour parler de la colère. Il en distingue plusieurs sortes. Il appelle vifs ceux qui s'emportent soudain, amers ceux qui gardent longtemps leur colère, implacables ceux que seule la vengeance peut apaiser. Pour Descartes, il existe deux espèces de colère, l'une plus extérieure et plus prompte, qui fait rougir, l'autre plus intérieure et plus durable, qui fait pâlir, dont la force est augmentée peu à peu par le désir de se venger. Donc on voit ici la façon dont Descartes fait le lien entre le corps et l'âme, et sachant que pour lui, les passions sont à l'intersection des deux, entre le corps et l'âme. La seconde espèce de colère est en particulier celle des orgueilleux, car les injures, écrit Descartes, paraissent d'autant plus grandes que l'orgueil fait qu'on s'estime davantage. Il faut dépasser la colère pour accéder à la douceur, de même qu'il faut avoir peur pour être vraiment courageux et connaître le pouvoir de mentir pour que la sincérité prenne tout son sens. Ce sont des paradoxes de la vertu mis en évidence par Jean Kelevitch dans son traité des vertus, mais aussi avant lui par La Rochefoucauld qui a écrit dans sa maxime 237 « Nul ne mérite d'être loué de bonté s'il n'a pas la force d'être méchant ». Et dans sa maxime 479, il n'y a que les personnes qui ont de la fermeté qui puissent avoir une véritable douceur. Donc voilà deux poèmes qui, pour moi, font le lien entre philosophie et poésie. La violence s'inscrit dans la douceur d'un souvenir. Je me souviens du marché de Noël qui se tenait sur la place Broglie, à prononcer comme ce nom s'écrit. On y sentait pain d'épices et cannelle, vin chaud, sucré, suivant le rituel, et sapin frais, bonne parfumerie. Je me souviens du marché de Noël qui se tenait sur la place Broglie. Mais depuis lors, fini la rêverie. Récent business partout se multiplie de faux chalets vendant de l'irréel que veut détruire un djihad en folie. Je me souviens du marché de Noël. Un poème dans lequel ce sont finalement les éléments qui vont donner l'image de la colère. Le parc en plein hiver, privé de chlorophylle, offre un balcon de ciel d'où jeter un défi à Paris, capitale beauté triomphale, cité
que Rastignac jadis apostropha. Depuis le Panthéon jusqu'à la Tour Eiffel, dans la nuit, elle brille, elle déploie ses feux. Vus de ce belvédère, ils sont comme une foule où le regard se perd, libre de garde-fou. Quand il ne fait pas beau, les nuages défilent dans l'ombre, le vent noir fait sentir ses rafales. Il imite parfois des colères qui feulent. Si l'on croit percevoir des cloches qui se fêlent, c'est qu'au bord de la Seine, il passe et se défoule, emportant la rumeur d'une ville un peu folle. Et puis bon, c'est vrai que j'ai aimé les poèmes sur la musique, ce qui est normal, et puis sur la poésie. Donc ce sont les deux derniers, les deux extrêmes. Il y en a un au début et il y en a un à la fin. Oui, donc le dernier a déjà été vu. Eurydice et Orphée. Ah oui, d'accord. Alors le premier, c'est sur la musique moyenâgeuse. Puisque c'est dans le livre. Voilà, même si ce n'est pas la passion, enfin disons que ma passion à moi c'est la musique, entre autres, et la poésie. Donc je vais lire ce poème en tant que passion, puisque c'est aussi une passion. N'oublions pas le poète des chants dont le prénom n'est plus de mode, Eustache, mais dont le ton est moderne, attachant. Il a écrit tant de vers sans relâche, curieux de tout rhétoriqueur adroit, théoricien d'un bel art poétique et praticien qui n'avait rien de froid, sensible aux mots qui font de la musique. Il a loué du Guesclin chevauchant contre l'anglais, célébré son panache. Il a décrit les charmes alléchants des filles fleurs qui jouent à cache-cache. Plein de verdeur, et fin et très courtois, il s'exprimait lyrique ou satirique, aimant la France en serviteur du roi, sensible aux mots qui font de la musique. Il admirait, non musicien, les chants du grand Machon, leur fait d'un art sans tache, en lui dédiant des hommages touchants comme un disciple au maître se rattache, en évoquant tous les instruments en croix lors de la mort du génie mélodique. Il a parlé de ce deuil, d'une voix sensible aux mots qui font de la musique. Il a connu la guerre de 100 ans, ce n'était pas un poète amnésique, mais il était dans le malheur du temps, sensible aux mots qui font de la musique. Donc on a bien, là aussi, les deux, on a toujours, dans les poèmes qui semblent étrangers au thème, on a en fait une métaphore de cette douceur et de cette colère, de cette violence. Et donc chacun peut ensuite l'interpréter à sa façon, mais moi j'y ai vu ces deux aspects qui circulent sous une autre forme que celle de la philosophie. Et j'aime beaucoup les poèmes qui sont porteurs des idées, mais qui les portent d'une manière musicale et poétique. Ce sont mes préférés, voilà. La Normandie. J'ai fréquenté longtemps la campagne normande, où nous avions acquis, dans un recoin dormant, pour un temps qui devait n'être qu'un intermède, une grande maison fleurie au mois de mai. J'y rêvais de vraies fleurs qui ne fanent jamais. Nous trouvions là de l'air modérément humide. C'était près de Paris, des instants d'accalmie, tandis que par mes pieds je parcourais le monde, en respirant la vie qui gonfle les poumons, en survolant de haut l'argile et le ligne. J'ai planté des fruitiers produisant en septembre des paniers, des cajots de pommes parfumées, mûris dans un verger où l'herbe tiède fume, dans les matins frisquets que le soleil rallume. Je m'en suis détachée lorsqu'un soir
meurtrie, par un commencement d'incendie électrique noircissant l'intérieur de la maison de briques. La côte bretonne, elle est mi-fée, mi-clown, triste, car elle est pâle et glisse à pas de loup. Joviale cependant, car elle est ronde et pleine. Elle change la vague en multiples reflets. Elle est l'astre d'argent, celui des clairs de lune que rythme sans faiblir le flux et le reflux. On la sent vulnérable, un objet d'opaline dont l'apparence invite à la mélancolie. Sacha craint que le bruit, nous dit-il, ne la brise. Quand le feu d'artifice explose, monte et plane, envole d'oiseaux de nuit brillant de trop d'éclat. Quand la pyrotechnie éparpille ses braises dans l'espace étoilé, ciel pur d'anticyclone, sans nébulosité, sans vapeur de ballon. Merci pour cette lecture et félicitations aux deux grands-pères qui sont ici. Est-ce qu'on peut dire aussi que Philippe a été éditeur de Dominique le Premier. Le premier. Voilà. Bravo. Oui, alors on me demande de lire le Noël oriental. À la demande d'Osama en fait, parce que Osama est d'un pays qui est aussi le cœur de ce Noël qu'on célèbre ici, où la Sainte Famille est passée au Caire et l'Égypte, et vraiment, je pense qu'il est particulièrement sensible à ce poème, c'est pour ça qu'il demande une lecture. L'arbre veillant sur la nativité, ce n'était pas un résineux du Nord, pas un sapin que des bougies décorent, mais le palmier de l'hospitalité. Marie pleurait, lasse, le cœur plombé. Elle avait faim. Elle entendit alors son nouveau-né lui dire en réconfort: vois, ce tronc penche et les fruits vont tomber. Pour fortifier ta confiance fragile, bois aussi l'eau qui naît en ruisseau vif au pied de l'arbre et qui lui donne vie. C'est un récit tiré des évangiles, ceux de l'enfance et qu'on nomme apocryphe. Dans le Coran, l'épisode est repris. Je ne veux point fouiller au sein de la nature, je ne veux point chercher l'esprit de l'univers, je ne veux point sonder les abîmes couverts, ni dessiner du ciel la belle architecture. Je ne peins mes tableaux de ces riches peintures, et si haut argument ne recherche à mes vers, mais, suivant de ce lieu les accidents divers, soit de bien, soit de mal, j'écris à l'aventure. Je me plains à mes vers, si j'ai quelques regrets, je me ris avec eux, je leur dis mon secret, comme étant de mon cœur les blessures secrétaires. Aussi, neveu jetant les peignets et frisés, et de plus braves noms neveu les déguiser, que de papiers journaux ou bien de commentaires, du Bellay, les regrets. Ce poème était déjà en exergue, en quelque sorte, pour le recueil de jour en jour. Et c'est pourquoi Dominique a voulu le reprendre là, considérant qu'il définissait en fait son travail. Filiation, oui, effectivement. Pour moi, Du Bellay, c'est un grand poète, pas seulement pour moi d'ailleurs, et c'est un grand créateur de sonnets. C'est une des étoiles de la Pléiade, et j'aime beaucoup sa poésie, qui est déjà très moderne, à la fois lyrique et satirique. Donc, parfois le côté satirique n'est pas suffisamment bien perçu,
mais je pense qu'il y a chez Du Bellay un mélange des deux qui est séduisant pour moi. Et c'est un grand artiste de la poésie, et c'est en même temps un grand créateur, un des créateurs de la langue française moderne. Il a beaucoup réfléchi sur la langue française, sur la façon de l'enrichir et sur son utilisation. C'est en même temps le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Et je voudrais simplement dire que Du Bellay m'intéresse parce que c'est ce mélange de prose et de vers que tu as choisi de faire avec des textes. Je pense au vers, il faudrait que ce soit une prose en rime ou une rime en prose. Hein. C'est très exactement ce qu'on a avec les 2 pages, une partie d'analyse, de réflexion, souvent satirique d'ailleurs, et puis un poème qui recherche souvent la douceur ou une formulation plus lyrique. Donc c'est la parfaite illustration de ce que tu viens de dire. Il y a une chose simplement, je voudrais revenir très rapidement sur ce que tu as dit à propos d'Aristote, et il me semble que dans la douceur qu'il dénonce, il y a un terme qui n'existe pas, me semble-t-il, dans l'Antiquité, en tout cas dans Aristote, c'est la notion d'indifférence. On a parlé de mépris, mais l'indifférence, le fait de ne pas répondre à une sollicitation, c'est la source de bien des colères modernes. Et justement, ici, nous écoutons ce qui est dit. Par conséquent, l'indifférence n'est pas présente parmi nous, mais c'est quand même cela qui suscite un certain nombre de colères. Les gens parlent et ne sont pas écoutés. Et entre l'attitude un peu méprisante de quelqu'un qui envoie promener celui qui émet des dédoléances, et l'attitude au fond beaucoup plus violente de celui qui ne dit rien, qui ne répond pas, il me semble qu'il y a une réflexion à mener. C'est peut-être un peu dur ce que je dis là, mais je le pense profondément. Et en même temps, je pense que tu as un peu caractérisé les échanges de ce soir. Et en même temps, C'est-à-dire c'est pour la suite de cigarette. c'est-à-dire effectivement justement pas une indifférence bienveillante, mais une attention bienveillante. Et nous vous remercions de cette attention. Je crois que c'est Descartes, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est Descartes. Il parle d'humilité vicieuse, alors est-ce que tu pourrais expliciter l'adjectif vicieux? Descartes en parle dans un article des passions de l'âme. Et pour lui, l'humilité vicieuse, c'est celle qui utilise finalement ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose qui a un sentiment ou une passion qui demande, qui appelle la compassion ou la plainte, mais de façon qui fait en sorte que l'autre, autrui, soit conduit à plaindre celui qui fait preuve de cette humilité, mais dès que l'occasion s'en présente, dit Descartes, celui qui est humble de cette manière cherche à reprendre le dessus. Et voilà, donc c'est en ce sens-là qu'il est question d'humilité vicieuse. C'est une recherche de pouvoir en fait sur autrui, soit par la compassion, soit éventuellement quand les choses se retournent par la domination. Je voudrais savoir, parce qu'il a donné tellement d'importance à Adam Smith et à John Stein, où c'était anglophile. Moi Oui. Ce qui m'a incité à parler de cela dans la suite dans les passions et la raison, c'est notamment ce que Adam Smith écrit sur la différence entre l'orgueil et la vanité. Il y a toute une réflexion, parce que Adam Smith est un grand
un grand ancêtre de la science économique, mais c'est aussi, enfin je le dis dans le livre, c'est aussi un philosophe moral, quoi, un philosophe des questions morales. Et il a écrit donc tout un livre sur la philosophie morale, et notamment il a fait un parallèle entre la vanité et l'orgueil. Et donc ça m'a intéressé de voir ce qu'il dit sur la vanité et l'orgueil. Et puis j'ai poussé un peu donc mon investigation intellectuelle vers Jane Austen, Pride and Prejudice, qui est aussi un grand livre sur ce que c'est que l'orgueil, notamment sur ce que c'est que l'orgueil. Bien sûr, il y a tout le côté romanesque qui est tout à fait séduisant, mais et donc il y a une discussion intéressante dans ce livre entre les deux héros, Elisabeth qui est l'héroïne, et son futur mari, qui font une sorte de joute entre leurs deux opinions sur le sujet. Et il s'agit de savoir finalement si l'orgueil est quelque chose de positif ou pas, et dans quelle mesure ça rejoint la vanité ou pas. Si on prend le mot vanité, donc la grande différence entre les deux, c'est que l'orgueilleux s'enorgueillit de qualité qu'il a, tandis que le vaniteux fait état de qualité qu'il n'a pas, il est vide. À l'origine, c'est ça le sens, c'est-à-dire que l'orgueil, on affiche des qualités qu'on a. Et on peut s'en servir pour écraser les autres, donc dans ce sens-là, c'est négatif. Mais la vanité, c'est ridicule, parce qu'on se prête des qualités qu'on n'a pas, puisque c'est de là que vient le mot. C'est la même famille que le mot vin. Quand c'est vin, c'est que c'est vide, c'est que ça ne sert. Ce n'est pas plein de ce qu'on dit, en fait. Bon, mais pour Descartes et pour Spinoza, l'orgueil et la vanité, ce sont des passions, c'est une estime injustifiée de soi, y compris l'orgueil. Donc chacun a son opinion sur ces deux passions, et Descartes et Spinoza, eux, mettent les deux dans le même panier, si je puis dire. Bon. Parce que ce qu'on peut dire, c'est que l'estime injustifiée de soi, c'est l'orgueil et la vanité pour Descartes et Spinoza. L'orgueil justifié de soi, c'est la générosité pour Descartes et pour Spinoza. Alors bon, par la suite, il y a eu beaucoup de réflexions sur la différence éventuelle entre ces deux passions. Il y en a eu aussi chez les moralistes français du XVIIIe siècle, par exemple chez Chamfort, qui fait un éloge extrêmement vif de l'orgueil, qui pour lui est presque une vertu. Mais bon, c'est une opinion, mais c'est pas celle de toutes les personnes qui ont réfléchi au sujet. Et on repart avec quelque chose, les livres et de quoi lire, passer un bel été avec ces réflexions. Comme ça, c'est
svegliato. Il était endormi. E addormentato. Ma delle suore che moi je ne pas. Ça s'impose pour les échanges scolaires. Ils sont venus me chercher à Genève.